Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flatte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film un peu particulier, voire unique en son genre. Dans Inspiré de faits réels, nous avons pris l'habitude de vous parler non seulement de films qui exploitent des faits divers pour se construire, mais également de films s'inspirant de légendes, de mythes et de folklore en tout genre. Le film du jour est sorti en 2009 et s'appelle Phénomènes paranormaux, The Fourth Kind dans sa version originale. Son réalisateur et scénariste, Olatunde Osunsanmi, y raconte l'histoire tourmentée d'Abigail Tyler, une psychologue vivant à Nome, en Alaska. Mais la mise en scène, d'emblée, étonne. Au début du film, l'actrice principale, Milla Jovovich, se présente face caméra et nous explique sur fond d'images de forêt qu'elle va jouer Abigail Tyler. Elle ajoute que la vraie Abigail et ses patients ont été filmés lors d'entretiens et de séances sous hypnose. Grâce au procédé du split screen, les images soi-disant réelles côtoieront les prises de vue du film. Il s'agit d'une manière pas vraiment fine de nous faire comprendre que l'histoire qu'on va nous raconter est inspirée d'événements prétendument réels. Ça vous paraît absurde ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Armez-vous de second degré, on embarque en soucoupe pas très volante pour l'Alaska. Nous sommes en 2005 dans la ville de Nome, en Alaska. Cette petite bourgade d'à peine 3500 habitants accueille cette année-là quelques agents du FBI. Depuis plusieurs décennies, les disparitions se succèdent sans que personne n'en trouve la cause. Certains corps sont retrouvés, d'autres à jamais perdus. La région n'est pas très touristique, plutôt isolée. Les disparitions concernent avant tout les habitants du village. Celui-ci est surtout connu pour être la ligne d'arrivée d'une mythique course de chiens de traîneau. Les investigations s'orientent d'abord vers la piste d'un serial killer. Une enquête avait été menée pour des raisons équivalentes un peu plus tôt dans la décennie, sans qu'un coupable ne soit identifié. Également connue comme la ville des sables d'or en raison de son activité minière autour du précieux métal, Nome se retrouve donc une nouvelle fois sous les lumières du bureau fédéral. Le FBI a passé, en 2005, plusieurs mois sur place et a examiné pas moins de 24 disparitions mystérieuses et morts étranges. Mais les conclusions des enquêteurs se révèlent à la fois triviales et révélatrices de l'isolement des Noméens. La consommation excessive d'alcool, les conditions météorologiques parfois extrêmes et la topographie des lieux auraient causé la plupart des disparitions. L'abondance de plans d'eau gelés, le manque de visibilité dû aux chutes de neige et l'isolement constituent tout autant de pièges mortels. La piste du serial killer est donc abandonnée et l'enquête s'arrête là. Le FBI souligne que les disparitions s'étalent sur 4 décennies, soit un temps d'activité qui serait exceptionnellement long pour un serial killer. Pour couronner le tout, les quelques corps retrouvés par les agents ne présentent aucune trace, aucune marque, et les analyses confirment l'hypothermie comme cause de décès. Le rapport d'enquête est clair et le niveau de mystère, comme on a l'habitude de le noter, est proche de 0. Cependant, cela n'a pas arrêté 2 studios de cinéma, Morgan Creek Entertainment et Gold Circle Film, de lancer la coproduction d'un film autour de ces fameuses disparitions. L'auteur du script, Olatunde Osunsanmi, se base sur une histoire écrite avec Terry Robbins, avec lequel il avait collaboré pour son premier long métrage. Celle-ci est bien différente de la réalité. En anglais, le film s'appelle The Fourth Kind, le 4e type. C'est une référence à une méthode créée en 1972 par Joseph Allen Hynek afin de classer les témoignages de personnes disant avoir vu des ovnis. Une rencontre du premier type correspond à l'observation d'un objet volant non identifié à moins de 150 mètres. Une rencontre du deuxième type concerne l'observation de traces visibles laissées par les aliens. Le troisième type évoque quant à lui un contact direct avec les petits hommes verts, les petits gris ou toute autre entité venue d'ailleurs. La classification de Hynek s'arrête là, mais une 4e catégorie, une rencontre du 4e type, suggère plus qu'un simple contact. Populaire chez les férus d'ufologie, elle correspond à un enlèvement par les extraterrestres. Le titre anglais du film est donc clair. Les auteurs offrent aux disparitions un enrobage qui tire vers la science-fiction. Mais le film ne s'arrête pas là.
Comme nous l'explique Milla Jovovich en introduction, 2 types d'images peuvent être vues côte à côte dans le film. D'un côté, les images mises en scène jouées par des acteurs, de l'autre, des images présentées comme des archives. Coupons court au suspense. Aucune des images que vous verrez dans ce film ne sera une image d'archive. L'intégralité des plans présentés comme vrais est tout aussi mise en scène que les autres. L'actrice créditée pour le rôle de la véritable Abigail Tyler s'appelle en réalité Charlotte Milchard. Il s'agissait de sa première grosse production. Comme le rapporte le site Gizmodo, les images d'archives ont été réalisées avec des caméras HD, avant d'être dégradées en post-production. Elles ont ensuite été passées en noir et blanc, dans le but de créer un contraste avec les images en couleur du film. En voulant nous faire croire que certaines images sont des archives, Phénomènes Paranormaux s'inscrit dans la droite lignée du projet Blair Witch ou encore de Paranormal Activity. Pour le premier, de faux journaux et de fausses notes relatant la disparition des 3 adolescents avaient été mis en ligne en 1999 par l'équipe marketing. Le deuxième proposait sur son site un bouton permettant de voter pour voir une copie arriver dans son cinéma, donnant l'impression de court-circuiter les processus de distribution classiques. De la même manière, l'équipe marketing de Phénomènes Paranormaux a mis en ligne un faux site web relayant de fausses news. En 2009, le site web de Fox News rapporte ceci. Universal a créé une série d'articles en ligne pour faire connaître son film sur les prétendus enlèvements extraterrestres à Nome. Les articles publiés semblaient venir de véritables publications d'Alaska. Le problème, c'est qu'Universal a repris le nom de journaux locaux sur son site pour attester la véracité de ses propos, ce que les journalistes n'ont logiquement pas apprécié. Le Fairbanks Daily News Miner a fait partie des journaux utilisés par Universal pour la promotion du film. Un de leurs journalistes commente : les articles comprenaient une nécrologie et une news sur la mort d'un personnage du film, le docteur William Tyler, qui était censé provenir du Fairbanks Daily News Miner. Ni l'histoire, ni la nécrologie n'ont jamais paru dans le journal. En tout, 7 organes de presse ont vu leur nom utilisé sans leur consentement dans un but de promotion. Ajoutez à cela que le film fictionnalise de manière fantaisiste la mort de personnes ayant disparu seulement quelques années auparavant, et vous obtenez un cocktail au goût douteux. Sur le site de CNN, l'ancienne maire de la ville de Nome, Denise Mitchells, a affirmé que de nombreux habitants recevaient des coups de téléphone pour en apprendre plus sur les enlèvements. Je la cite. « Les problèmes que nous avions à gérer dans nos vies étaient réellement sensibles. Nous espérons que les gens comprendront que le film est juste un divertissement. » Les journaux dont les noms ont été utilisés ont finalement coopéré avec le club de la presse d'Alaska pour engager des poursuites contre Universal. Pour Nancy McGuire, éditrice du Nome Nugget, journal lui aussi falsifié, il s'agissait également de demander des réparations pour les personnes qui ont perdu des proches et auprès desquelles cette histoire a remué des souvenirs douloureux. L'avocat engagé pour l'occasion, John McKay, a annoncé en novembre 2009 être parvenu à un accord avec le distributeur du film. Universal a accepté de mettre un terme à son site de promotion et à ne plus utiliser le nom des journaux d'Alaska ni copier leur apparence. Le distributeur a également accepté de payer pour le mal déjà fait en versant $20 000 au club de la presse d'Alaska, ainsi que $2 500 au fonds Calista pour l'éducation et la culture. Une bien maigre compensation quand on sait que le film, qui a coûté plus de $10 millions, en a rapporté plus de 50 millions. Le film est finalement sorti le 6 novembre 2009. En plus de poser de sérieuses questions éthiques sur les manières de mentir à propos d'événements fictionnels, le long métrage enchaîne les critiques négatives pour son manque de créativité, sa piètre direction d'acteur et son utilisation risible du split screen. Le film signera plus ou moins la fin de carrière au cinéma de son réalisateur et de ses auteurs. Le premier se repliant sur la réalisation ponctuelle d'épisodes de séries télévisées. À la fin de son monologue d'introduction du film, Milla Jovovich affirme à propos des enlèvements que c'est à chacun de se faire son opinion. Au final, c'est à nous de décider si l'on y croit ou non, déclare l'actrice. Ici, on croit surtout qu'un flagrant manque d'inspiration et d'honnêteté mène irrémédiablement ce genre de film à l'oubli. Alors maintenant qu'on vous a parlé des faux faits réels, déjà on peut commencer par préciser que c'est un film, Mathias, qu'on avait dans les tuyaux depuis longtemps, depuis presque les débuts d'Inspiré de faits réels, on avait vu passer ce film, et on l'avait jamais fait. Ça fait très longtemps. Ah ouais. Non, il est resté sur la liste, parce qu'il faut savoir que quand je prépare les plannings d'Inspiré de faits réels pour savoir de quel film on va parler, j'avais fait une shortlist, je crois que j'avais dû aller sur Wikipédia, liste des films inspirés de faits réels, pour voir s'il y en avait que je connaissais pas. Et Phénomènes Paranormaux était dedans.
Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Et j'avais googlé, j'étais tombé sur cette affiche avec Mila Jovovich, donc je me suis dit, c'est gage de qualité, il y a Mila Jovovich dedans. Ce qui est marrant, c'est que, avant de voir le film, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et après avoir vu le film, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Exactement, alors je regrette pas de l'avoir vu. Non, pareil. Parce que c'est quand même une expérience, donc voilà, on va tout spoiler là, donc si vous voulez le regarder, vous n'allez pas forcément passer un moment très agréable, mais je pense que vous allez un peu rigoler par moment parce que c'est vraiment naze. Mais voilà, ce qui est intéressant autour de ce film, et c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste, et d'ailleurs c'est fou, on a mis vraiment beaucoup de temps à le faire, mais c'est surtout voilà cette histoire de marketing qu'il y a eu autour du film, complètement abusée, qu'on vous a raconté en première partie, donc qui était entièrement faux, qui nous rappelle un petit peu Projet Blair Witch, mais en version encore plus abusée, quoi. Vraiment, là, on est allé jusqu'à usurper des magazines, des journaux locaux, pour essayer de faire croire que c'était des vraies informations. Donc c'est complètement fou, l'histoire qui est autour de ce film. Le film en lui-même, bon, bah voilà, on va vous en parler maintenant, mais vous allez voir que c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Pour ce qui est du petit synopsis, du coup, le film suit le docteur Abigail Tyler, qui habite à Nome, en Alaska, et qui vit des événements un peu étranges, puisque son mari, le docteur Will Tyler, est récemment mort, à côté d'elle, dans son lit. C'est un événement étrange, on peut qualifier ça. C'est un événement étrange, c'est ça. Mais elle ne se souvient pas comment, c'est-à-dire que apparemment il se serait fait, elle a des réminiscences, comme ça, il se serait fait planter une sorte de lame, mais elle n'arrive pas à voir le visage du tueur, donc du coup voilà, c'est un petit peu étrange. Depuis cet événement, sa fille est devenue non-voyante, elle a également un fils, elle suit elle-même une thérapie, elle est elle-même thérapeute, ses propres patients se mettent doucement à avoir des témoignages assez similaires à ce que elle vit à propos d'intrus qui entreraient chez eux dans leur sommeil. Ils voient tous une étrange chouette dans leurs rêves et ça inquiète le docteur Tyler parce qu'elle fait elle-même ce genre de cauchemar et qu'elle a eu elle-même un traumatisme lié à la mort de son mari. Donc ça c'est pour le petit synopsis qui, jusque-là je spoil pas trop, on spoilera plus tard, à moins que tu veuilles que... Pour être plus précis, elle reprend en fait les travaux de son mari sur les troubles du sommeil. Et en fait, elle reprend leurs anciens patients qui ont des troubles du sommeil et elle décide de les filmer. Et donc c'est ça les images, les fameuses fausses images d'archives qu'on va voir. Ce sont les séances d'hypnose de ces patients qui ont des troubles du sommeil parce qu'ils voient cette chouette blanche systématiquement à leur fenêtre, voire chez eux. Avec la particularité qu'elle fait des séances sous hypnose. Voilà, ça c'est important pour la suite du film. Pour ce qui est de la fiche technique, on est sur une histoire originale de Olatunde Osunsanmi et Terry Lee Robbins qui ont écrit l'histoire. Le script, en revanche, est attribué à seulement Olatunde Osunsanmi, qui est aussi le réalisateur, que l'on voit aussi dans le film. Oui, qui est aussi acteur dans son film. Qui est aussi acteur dans son film, malheureusement. Le docteur Abigail Tyler est joué à la fois du coup par Mila Jovovich dans les séquences dites du film et par Charlotte Milchard dans les fausses séquences de séances enregistrées. Mila Jovovich, donc rapidement, vous voyez sans doute qui c'est, elle a joué dans le 5e élément, dans un autre film de Luc Besson d'ailleurs, je crois, Jeanne d'Arc. Elle est surtout connue pour avoir eu une carrière dans le cinéma d'action bis à partir du début des années 2000 avec la saga Resident Evil, adaptée, je sais pas si on peut dire adapté du jeu vidéo, en tous les cas ça reprend. Librement adapté. Très librement adapté. Elle va retrouver d'ailleurs Paul W.S. Anderson, puisqu'elle sera à l'affiche du film Monster Hunter, qui était, je crois, prévu pour 2020 d'ailleurs. Oula, ça va être toujours, une grosse sortie, ça. Voilà, toujours une licence de Capcom adaptée au cinéma, librement adaptée, encore par Paul W.S. Anderson, encore avec Mila Jovovich. Je t'avoue que j'ai, en tant que joueur du coup de Resident Evil et de Monster Hunter, j'ai quand même un petit peu envie de regarder ce que ça va donner. Ah bah Paul W.S. Anderson, quand il fait des adaptations de jeux vidéo, c'est toujours génial. On se souvient de Dead or Alive. Voilà. Ah, c'était lui, j'avais oublié que c'était lui, Dead or Alive. Oui, c'était lui, oui, bien sûr. Voilà. L'autre tête d'affiche, c'est Elias Koteas, qui joue le thérapeute de Mila Jovovich, qui s'appelle, dans le film, Abel Campos, qui, je pense qu'on peut le dire, c'est l'acteur qui s'en sort le mieux. Oui, il est assez juste, mais c'est vrai que, comme tout le monde joue mal autour de lui, il fait un peu anomalie. Il fait un peu anomalie, exactement, ouais, il fait un peu anomalie. Le shérif du comté de Nome est joué par Will Patton, qui a eu aussi, comme un peu, à la manière d'Elias Koteas, peut-être, quand même une carrière un peu riche, encore que, forcément, je crois qu'il a une vingtaine d'années de plus, ou moins une dizaine d'années de plus qu'Elias Koteas.
mais qui est, enfin c'est catastrophique hein, dans le film. Ah bah, je pense que au niveau de la direction d'acteur, on a dû lui dire faisons des caisses. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout le film. Joue le flic, prends ta grosse voix, fais un peu le méchant. Et c'est ma foi, voilà. Le réalisateur, du coup, Olatunde Osunsanmi, joue son propre rôle. Joue dans son propre film, mais pas son propre rôle. Il joue un universitaire qui interroge la vraie fausse Abigail Tyler, donc pas Mila Jovovich, mais Charlotte Milchard, dans une interview qui va émailler un peu tout le film, c'est-à-dire que le film joue sur plusieurs plans, on va revenir tout à l'heure dessus, mais là c'est une interview qui se passe après l'intégralité des événements, c'est-à-dire après les événements du film, mais que l'on place dès le début, pour nous introduire le fait que Abigail Tyler est toujours vivante et qu'elle va un petit peu nous raconter avec sa propre vraie fausse voix les événements du film. Et malheureusement du coup Olatunde Osunsanmi qui joue l'universitaire qui s'entretient avec elle, ce qui n'est pas totalement un rôle de composition puisqu'il a vraiment été universitaire à l'université Chapman qu'on voit dans le film. Mais bon, c'est pas tout à fait lui. Il est pas acteur. Le réalisateur avait un film à son actif qui est plutôt dur à trouver. Perso, j'ai pas pu le voir. En 2005, il a réalisé The Cavern. Ça me dit rien. Je me suis renseigné, mais il est vraiment dur à trouver. Après The Fourth Kind, donc Phénomènes paranormaux, il va réaliser un autre long métrage. Mais surtout, il va se voir dépossédé d'un de ses longs métrages, visiblement, puisqu'il va présenter à un studio le film The Passenger. D'ailleurs, si vous allez sur sa fiche Wikipédia, vous allez voir qu'il est crédité pour ce film, alors qu'en fait, le film est réalisé par Romé Colessera, dont on a parlé à l'épisode juste avant, puisque c'est réalisateur d'Esther. C'est lui qui va le réaliser, et Olatunde Osunsanmi s'est apparemment discrètement fait écarter du projet, et rappelons que Phénomènes paranormaux et Esther sont sortis la même année aux États-Unis, à savoir en 2009. Donc forcément, quand on met les deux films côte à côte, ça fait un peu mal à Phénomènes paranormaux. Et surtout, ça a lancé ensuite toute la série de films de sous Taken réalisés par Romé Colessera avec Liam Neeson. C'est ça. The Passenger fait partie de ce grand univers de Liam Neeson Action Universe, qui voilà, c'est un des films, on va dire marquants, vaguement, pour cette gamme de films qui sont tous un peu des sous Taken. Maintenant le film, et peut-être que on va commencer par son titre. Oui, alors, son titre, on l'a dit en première partie, donc le titre en anglais c'est The Fourth Kind, qui n'est pas dans la vraie classification de Hynek, qui est vraiment un terme propre à l'ufologie, mais on sent qu'il y a une volonté de faire référence à tout cet imaginaire de l'ufologie, peut-être d'induire en erreur en faisant croire que c'est une suite de rencontres du troisième type. En tout cas, il y a bien les enlèvements aliens, et voilà, il y a tout ça, donc c'est cohérent en anglais. Là où ça me pose problème, c'est sur le nom français, qui est Phénomènes paranormaux. C'est large. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Alors, évidemment, ce n'est pas innocent, puisque Paranormal Activity est sorti aux États-Unis en septembre 2009 pour certains festivals, plutôt en octobre 2009, on va dire, pour la sortie globale aux États-Unis. Il a tourné dans certains festivals depuis 2007. Oui, voilà, c'est un film qui a beaucoup tourné, mais sa sortie globale aux États-Unis, c'était donc en octobre 2009. Et Phénomènes paranormaux, lui, sort le 6 novembre 2009 aux États-Unis, donc il y a un mois d'écart. Jusque-là, aucun souci, ce sont deux films avec des titres très différents, qui sortent à un mois d'écart, vraiment rien de surprenant. En revanche, là où ça score, c'est que Paranormal Activity sort en France le 2 décembre 2009. Qu'il rencontre un énorme succès. Un énorme succès, et The Fourth Kind sort en France le 28 juillet 2010, c'est-à-dire 7-8 mois après quand même. Ça fait un petit moment. Et, on va pas l'appeler le quatrième type, hein. Ce serait dommage. Alors on décide de l'appeler Phénomènes paranormaux. De conserver bien le bleu global de l'affiche avec les images de vidéosurveillance, on garde bien ce mec en lévitation sur un lit, et franchement, on n'est vraiment pas passé loin de activité paranormale, c'est ce qui aurait vraiment été abusé. Et donc là, on a Phénomènes paranormaux qui clairement cherche à surfer sur le succès de Paranormal Activity, comme d'autres films qui sont sortis en VOD, qui avaient été retitrés. Je pense notamment à Paranormal Sextape que j'ai vu passer sur des sites obscurs, ou Paranormal Entity qui était une espèce de mockbuster de Paranormal Activity. Ça doit être The Asylum qui a fait un truc dans ce genre. Mais voilà, il y a eu pas mal de films qui ont été dans les années 2009, 2010, voire même après, qui se sont
vraiment qui ont décidé de surfer là-dessus, donc soit en reprenant le concept de Paranormal Activity, soit en reprenant le titre, tout simplement. Et là, en l'occurrence, avec Phénomènes Paranormaux, on est clairement sur un cas où on essaye de surfer sur le titre, peut-être même sur la confusion, alors que les films n'ont absolument rien à voir, puisque Paranormal Activity est une histoire, on va dire, de possession plutôt, de fantômes, alors que là, on est sur une histoire d'ovni, donc absolument rien à voir. Là où les films se rejoignent, c'est que, pareil pour Projet Blair Witch, Projet Blair Witch, on a un film dont on nous dit que ça s'est vraiment passé. Il y a eu sur les forums, il y a eu le fameux site, notamment des notes prises par les étudiants qui ont été retapées, qui ont circulé, qui ont joué sur la fibre un peu théorie du complot de l'époque déjà du web. Paranormal Activity, un peu de la même manière, avec ces images soi-disant récupérées d'une vidéosurveillance d'une maison. Et là, on a un film qui s'en rapproche mais s'en éloigne aussi, puisque c'est un film, c'est très hybride au final. Il joue sur plusieurs plans. On nous dit qu'il va avoir tout un tas de séquences filmées qui sont réelles et mises côte à côte des séquences filmées pour le film, ce qui du coup donne le côté un peu split screen, un peu étrange. Donc les films n'ont rien à voir, certes, mais dans leur forme et dans la manière dont ils sont marketés, dans la manière dont on nous les présente, il y a ce rapprochement quand même qu'on peut faire avec le côté image réelle, quoi. C'est ça, en fait ça aurait pu fonctionner, je pense, si on était parti sur un format vraiment documentaire, où on aurait, au lieu d'avoir beaucoup de reconstitutions avec Mila Jovovich, tout ça, avoir quasi uniquement les personnages joués par des acteurs inconnus qui sont face caméra et qui nous racontent ce qui s'est passé, et ensuite on nous met les images d'archives. C'est notamment ce qui fonctionne sur le film Lake Mungo, que j'avais déjà dont j'avais déjà parlé dans nos recommandations pour Halloween. C'est ce qui fonctionne très bien, c'est que là on n'est pas parasité par trop de reconstitutions. Là en l'occurrence il y a ce truc un peu bâtard de nous mettre des scènes qui sont des reconstitutions avec Mila Jovovich qui s'assument en tant que film, et en même temps à côté, en split screen, on va avoir des images qu'on nous présente comme réelles, sauf que ça ne fonctionne pas parce qu'on voit très rapidement que ce sont aussi des séquences de fiction. Ce sont aussi des séquences de fiction, et même en dehors de ça, j'avais complètement oublié Lake Mungo, tu fais bien de le rappeler, parce que Lake Mungo, c'est un genre de cas qui utilise ce type de procédé, mais qui fonctionne. Je trouve que Lake Mungo, il fonctionne bien. Là, en l'occurrence, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne pas, c'est que le film nous rappelle sans cesse, en mettant les images côte à côte, vu qu'on a quand même une majorité d'images avec Mila Jovovich, de séquences filmées, mises en scène, il nous rappelle de temps en temps, quand on rentre dans le film, si jamais vous arrivez à rentrer dans le film, il nous rappelle avec ces moments de split screen que vous êtes en train de regarder un film. Et ça, c'est quand même vraiment hallucinant, c'est-à-dire que le film joue sur plusieurs plans. On a l'interview joué par Charlotte Mulchard, on a les séquences en split screen entre images d'archives et images du film, enfin fausses images d'archives et images du film. Et du coup, le film veut jouer sur tous ces plans qui sont en fait tous le même plan. Au final, ce ne sont que des plans de fiction. Mais du coup, en jouant entre ces plans, on nous rappelle sans cesse qu'on est en train de regarder un film. Et moi, il y a des fois où j'aurais pu être pris dans le film, honnêtement, parce que il y a plein de petits trucs de réalisation qui sont pas horribles. Tout n'est pas indigent dans ce film. Mais à chaque fois qu'on commence à rentrer un peu dedans, hop, on nous remet du split screen, on nous dit « Non, attends, ce que tu regardes, ce sont des séquences filmées avec des acteurs et des actrices, regarde des images d'archives, et après, forcément, on est juste en dehors du film, en fait. » Je me suis senti constamment repoussé par le film, et j'arrivais pas... j'étais constamment ressorti par ces images, par cette alternance de types d'images différentes. Mais ça vient de son concept même, et c'est ça qui fait vraiment la particularité du film dans le monde du cinéma. J'ai pas souvenir d'avoir vu des films qui faisaient ça autrement. Alors il y a peut-être une raison, c'est parce que c'est pas bien. Mais c'est la première fois que je voyais ça. Ce qu'on peut pas enlever à la Tunde Osunsanmi qui fait ici son deuxième film, c'est d'avoir voulu tenter quelque chose d'autre. En fait, il a essayé d'imaginer comment comment des gros studios pourraient mettre en scène de vraies images. Qu'est-ce qui se passerait en fait si des gros studios obtenaient de vraies images, comment est-ce qu'il les mettrait en scène? Alors, l'utilisation du split screen, ça explique en partie le choix de Mila Jovovich, qui est plutôt une actrice très jolie, mainstream pour attirer le public. Ça explique en partie certaines choses, notamment le fait qu'à un moment il y a un suicide dans le film. Cette partie-là est un peu floutée, comme si Universal aurait peur que le film soit censuré, tu vois. Donc c'est des choses où il est allé au bout de son truc.
il l'a mal fait, c'est indéniable, puisque le film ne se tient pas et on sort régulièrement du film, mais il a essayé d'aller au bout de son truc, d'essayer de ce parti pris, de se dire comment est-ce qu'un studio va exploiter ces images si elles étaient réelles. Et le film, là où le film en fait trop, je trouve, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir, c'est-à-dire que ça se cumule, il y aurait pu avoir du split screen, il y aurait pu avoir plein de trucs, peut-être, ok, mais démarrer le film en séquence d'intro avec Mila Jovovich qui s'avance face caméra et qui nous dit je vais jouer Abigail Tyler et qui nous explique, elle nous explique le concept du film, c'est-à-dire que le film, à mon avis, était tellement pas clair, était tellement pas limpide, pas fluide dans sa manière de nous présenter les images, qu'ils se sont dit on va mettre une séquence d'intro avec Mila Jovovich qui va nous expliquer non seulement qu'elle va jouer Abigail Tyler mais pas tout le temps, mais qu'en plus il va y avoir des phases de reconstitution de ceci de cela. C'est quand même dingue, je dirais à un moment donné, c'est qu'ils avaient vraiment peur que les gens ne comprennent rien, quoi. Cette séquence-là, déjà j'ai beaucoup ri. Ouais, elle est rigolote. Parce que vraiment c'est Mila Jovovich qui s'approche et qui fait bonjour, je suis l'actrice Mila Jovovich. Et je vais incarner dans cette reconstitution le docteur Abigail Tyler. Et là tu fais ok n'importe quoi, donc c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message pour te dire ok le film commence sur un truc complètement fou. Qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et oui, ça sent à plein nez la séquence qui a été rajoutée après les projections test où les gens n'ont rien compris. Alors j'ai pas d'informations là-dessus, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais en tout cas le fait que cette séquence soit à ce point didactique, on va vraiment jusqu'à dire bonjour, je suis Mila Jovovich, l'actrice. Ouais. On brise le quatrième mur complètement. Je pense que s'ils vont à ce point-là, c'est effectivement comme tu le dis, parce que les gens n'ont rien compris aux projections test. Et ce serait pas la première fois que ça arrive sur un film, hein. Je pense à un autre film vraiment naze qui s'appelle Alone in the Dark, qui est vraiment vraiment nul, parce que je crois que c'est Uwe Boll qui l'a réalisé. Ouais. Où les gens ne comprenaient tellement rien qu'ils ont rajouté un méga carton au début du film pour essayer d'expliquer le lore du film. Là, je pense que on est potentiellement sur le même type de cas, sauf que là ils ont pas fait un carton, ils ont juste dit à Mila Jovovich, tu vas marcher dans une espèce de forêt, on va faire des plans circulaires autour de toi et tu vas expliquer ce qui se passe. C'est vraiment le fond vert dégueulasse. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Et déjà, tu vois ça, c'est vraiment la première scène du film, et tu dis, ok, on va vraiment être parti sur quelque chose de compliqué, et ça continue tout le long du film. C'est-à-dire que même si le concept aurait pu être intéressant, bah ça ne fonctionne jamais, quoi. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que si tu crois aux théories du complot, ça peut marcher ? Parce que ça repose vraiment là-dessus. Tu peux te dire que si tu pars du principe vraiment que les images qui sont présentées dans le film, il y a un vrai effort d'ailleurs sur ces images, c'est un truc que j'avais noté, enfin vraiment, il y a le grain de l'image qui est retransmis, il y a le logo de l'université Chapman, les acteurs sont inconnus, il y a des plans pas nets, mal cadrés, c'est souvent très fixe aussi, donc on voit que c'est un truc que j'avais repéré aussi, c'est que, et qui est au crédit du film, les parties found footage ont toujours une raison d'être tournées. On n'a jamais cet effet, mais pourquoi ils filment ? Qu'on peut avoir sur beaucoup de found footage. À chaque fois, il y a une justification qui semble pas forcée, bah, c'est cohérent, enfin je veux dire, elle fait des séances d'hypnose qui sont filmées dans le cadre de son travail, bon bah voilà, on a ces images-là, et on aura les reconstitutions pour les parties qui sont uniquement de l'ordre du témoignage, où on n'a pas d'images qui correspondent. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal, mais malgré tout ça, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais je me dis, est-ce que sur des gens qui sont peut-être un peu plus crédules, qui vont se dire, ah, ces images-là, on dirait vraiment des vraies images d'archives, est-ce que sur eux, ça peut fonctionner ? C'est une question que je me posais. Je pense que, en fait, malheureusement, oui. Et c'est ça que je trouve vraiment très 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 limite avec ce film. Enfin, c'est même pas limite, c'est pour moi, il dépasse la limite. C'est qu'il joue sur la crédulité de certaines personnes. Et le film ment. C'est-à-dire que le film, à la toute fin, on a des cartons du texte qui arrivent en nous disant depuis ces événements, un tel a fait ceci, un tel s'est retiré de la police, un tel est mort. What ? Enfin, c'est tout aussi faux. C'est tout aussi faux, et c'est même pas, enfin, ça demande pas de créativité. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a rien là-dedans. Enfin, c'est un espèce de travail facile de mensonge pour nous faire croire que le film a des inspirations un peu réelles, mais sans créativité, puis en mentant du coup au public. Ça insulte un peu l'intelligence d'une partie du public, et la partie la plus crédule de ces publics-là, eh ben elle va, et je pense qu'en plus ça se vérifie sur des forums, elle va continuer à croire que ce film est en partie inspiré de faits réels, et qu'il y a des images qui sont réelles. En partie à cause de certaines justifications apportées par le film, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, l'interview de la soi-disant vraie Abigail Tyler, donc qui est jouée par Charlotte Milchard,
est présentée comme une interview dans le cadre d'une université. Donc on a le grain de cette image un petit peu webcam pas terrible, où on sent que c'est peut-être un live enregistré à l'université Chapman. Et surtout, il y a le logo qui est incrusté de l'université Chapman, qui existe vraiment, qui est à Orange, en Californie. Et Olatunde Osunsanmi a demandé l'autorisation à l'université d'utiliser leur logo. En fait, c'est un ancien étudiant de cette université. Donc eux, ils ont dit, le clin d'œil, c'est sympa, c'est un de ses premiers gros films, on va accepter, et puis de toute façon, les gens ne vont pas y croire, enfin, ça se voit que c'est un film d'horreur, mais que c'est pas la réalité. Alors la com de l'université a accepté, mais elle s'attendait pas à recevoir des mails, beaucoup de mails de gens qui y croient vraiment. Il y a, je crois que sur aussi Weekly que j'avais lu ça, c'est donc la directrice de la communication de l'université qui s'exprime et qui dit qu'elle a reçu beaucoup de mails de gens qui n'y croient pas, qui croient vraiment à ça et qui cherchent à retrouver les images d'archives de la soi-disant vraie interview, qui les retrouvent pas. Donc l'université Chapman a même été accusée d'avoir retiré les images et de cacher la vérité aux internautes. Vraiment dans un délire de théorie du complot total, quoi. Sauf que ces images-là ont été créées uniquement pour le film. Elles n'ont jamais existé sur le site de l'université Chapman. Ouais, c'est ça qui est ouf. D'ailleurs, pour ces images de fan footage, petite anecdote, pour vous faire un petit parallèle, Projet Blair Witch, c'est un film à $60 000. Paranormal Activity, c'est un film à $15 000. Là, on parle d'un film à $10 millions, mais qui a rapporté environ 3 à 4 fois moins que Projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Ils ont explosé leur budget de base. À cause de quoi ? À cause de la post-prod, parce que les plans de soi-disant fan footage ou des séances d'hypnose, ce genre de choses-là, ont été tournés avec les mêmes caméras, enfin avec des caméras HD, des caméras haute qualité, des caméras de cinéma, et les séquences ont ensuite été dégradées. Et c'est le travail de post-prod sur ces images-là, plutôt que d'utiliser des caméscopes, par exemple des caméscopes amateurs, plutôt que de faire comme Projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Le budget a été explosé parce qu'ils ont pas utilisé des caméras amateurs et parce il y a eu beaucoup de post-prod sur toute une partie des images du film pour nous les faire passer comme du fan footage. Et je trouvais ça quand même assez un peu révélateur de la bêtise de ce film aussi quand même. C'est vraiment dommage. En plus, ils utilisent des bonnes caméras. Donc pour les séquences pas d'archives, les séquences de reconstitution, ils utilisent des caméras comme tu le dis HD, mais ils s'en servent pas très bien aussi. C'est vrai que c'est un des trucs que j'ai à dire sur le visuel, notamment du film, sur la gueule qu'a le film. Il y a des trucs qui fonctionnent plutôt bien. Moi, je pense notamment à une scène que j'ai trouvée plutôt bien réalisée, assez signifiante, sur l'enchaînement des séances chez le psy, qui est sur une espèce de faux plan séquence où en fait on filme les gens sur le divan, puis ça part à la fenêtre, puis ça revient au divan, puis ça revient à la fenêtre, et en fait à chaque fois c'est un patient différent. Ouais, mais ça mange pas de pain, ça, franchement. Non, mais ça fait plaisir quand tu vois, tu te dis, il y a une petite idée, quoi. Il y a des choses. Les visuels sur les chouettes, souvent au ralenti de nuit, sont plutôt stylés aussi. Et puis il y a ce travail, même si ils auraient vraiment pas dû utiliser des caméras HD pour les faire, mais il y a ce vrai travail sur les images soi-disant réelles. Mais globalement, le film a la gueule d'un téléfilm, ou d'un direct ou VOD. Il n'y a pas cet effet cinéma. Et je pense que ça vient en partie du fait que une des inspirations, clairement, pour avoir cette balance entre réalité et fiction, doit sûrement être ces fameux documentaires qui essayent de nous présenter des faits réels avec des reconstitutions. Genre, on est limite sur du jour où t'as basculé, des fois. Donc, quand même, t'es dur. C'est un mauvais exemple. Parce que c'est totalement fiction et c'est entièrement raté. Mais il y a, tu vois, par exemple, Mystère à l'époque, tu vois, des trucs où on te montre à la fois des témoignages de gens qui disent avoir vraiment vécu ça, des documents d'archives et à côté des reconstitutions. Et je pense que s'ils se basent sur ce type de format-là, c'est normal qu'au final le film ait la gueule d'un téléfilm, puisqu'il s'inspire davantage de choses qu'on a vues à la télévision plutôt que de choses qu'on a vues au cinéma. Au cinéma, moi j'avais jamais vu ça avant. Il y a ça, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie il y a quelques plans hélicoptères, il y a quelques plans de paysages hélicoptères pour nous montrer pour nous dire voilà, on est en Alaska. On n'est pas en Alaska, on est en Bulgarie. Mais il y a quelques séquences comme ça où la caméra prend un peu de hauteur pour nous montrer le cadre, pour nous rappeler quel est le cadre dans lequel se situe l'action. Mais c'est assez rare, et puis surtout, ça fait partie de ces films où ces moments comme ça sont très identifiés. C'est-à-dire que, on part sur une nouvelle séquence. Hop. Plan un peu large sur la forêt pour nous dire oui, c'est dans ce type de cadre que ça se situe, et après c'est complètement déconnecté, comme si c'était des stock shots, et c'est complètement déconnecté quasiment de l'action qui va se passer dans une maison ou dans son bureau ou ailleurs. Donc ça, d'ailleurs, autre petite anecdote, Nome ne ressemble absolument pas à ça. Ils ont filmé la Bulgarie ils l'ont fait passer pour l'Alaska, mais en fait Nome c'est une ville côtière, c'est tout plat autour.
Et ça, c'est une ville j'imagine où il y a une activité de pêche, ce genre de choses là. Là, elle est à côté d'un lac, elle est entourée par les montagnes. Il y a un côté un peu, j'ai l'impression qu'ils essaient d'intégrer un petit côté Stephen King aussi, avec ce type de décor là. Mais ouais, non, c'est même pas, ils essaient même pas de faire ressembler ça à la vraie ville de Nome. Et c'est d'autant plus ridicule que la ville de Nome, même si elle est petite, on l'a dit, 3500 habitants environ, c'est pas une ville inconnue aux États-Unis. Non, c'est une ville qui est plutôt connue, en fait, c'est la ville de Balto. Donc il y a eu plusieurs films, plusieurs dessins animés sur Balto. Donc pour rappel, c'est donc en 1925, il y avait des équipages de chiens de traîneau qui se sont succédés pour aller livrer du sérum à Nome, ou qui était en pleine épidémie de diphtérie. Donc ça, c'est une histoire qui est très connue, qui a été très présente au cinéma, dans les dessins animés. Donc Nome, c'est pas une ville inconnue, c'est vraiment cette ville où on est allé livrer le sérum avec Balto. Ça a une place dans la culture populaire américaine. Donc pour peu qu'on s'y soit intéressé ou qu'on en ait vu des représentations dans d'autres médias, on sait que ça ne ressemble pas à ça. Donc là, c'est ça que je trouvais en plus ridicule. C'est dommage. Enfin, pourquoi essayer de donner cette atmosphère Stephen King en plus ? On nous dit on peut pas y accéder à part en y allant en avion, ce qui donne lieu à une scène totalement gratuite de Milla Jovovich qui prend l'avion. On peut s'arrêter sur le ridicule aussi de cette séquence, du fait que pour aller voir son psy, elle est obligée de prendre l'avion pour aller dans un autre état. Pourquoi ? C'est quand même compliqué de devoir prendre l'avion pour aller voir son psy. Ouais. C'est de trouver quelqu'un de plus proche, peut-être. Ah ouais, d'ailleurs, il y a une quantité de petites incohérences comme ça qui est... Les déserts médicaux et psychiatriques. Ouais. On va dire que c'est ça. Ouais, c'est... tout ça est quand même vraiment très très compliqué. À cela se rajoute qu'il y a parfois des documents audio présentés comme réels, intégrés de manière du coup diégétique dans des images avec Milla Jovovich. Autre manière de nous présenter des archives. D'ailleurs, il y a aussi des archives audio qui, à certains moments, j'avais oublié ça vient de me revenir, qui à certains moments sont juste écrites à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a même plus d'images et on voit juste le texte défiler à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a plein de modalités comme ça, différentes un peu, de présentation de ces images faussement réelles ou des séquences audio faussement réelles. C'est juste trop. Il faut lire un bout de texte pour nous dire ça c'est une séquence audio enregistrée à telle date par telle personne, mais c'est pas exactement la même voix. Enfin, c'est oh là là. C'est un film qui est brouillon. En fait, c'est on peut brouillon, pas. Mais c'est j'ai du mal à lui brouillon. reprocher le fait d'utiliser plusieurs techniques, d'essayer de tenter des choses, mais c'est beaucoup trop brouillon. Il y a pas d'unité, ça part dans tous les sens tout le temps. Il y a des trucs qui sont utilisés qu'une fois. Je trouve fois. dommage. Il y a des trucs qui sont même pas réutilisés après. C'est vraiment très étrange. Tout ça pour dire, qu'est-ce que nous dit ce film au final, Mathias, hein? Oh bah écoute, pas grand-chose. Alors, je voudrais juste revenir sur 2-3 trucs sur le film que j'avais noté qui me semblaient pas inintéressants en tout cas. C'est l'image de la chouette, l'utilisation de l'image de la chouette. Pendant toute la première partie du film, où on n'est pas sûr que ce soit vraiment des aliens encore, parce que le doute est vaguement entretenu pendant une partie du film, on ne sait pas si elle représente des fantômes ou des aliens, parce que cette forme très blanche qui s'approche des fenêtres, donc est-ce qu'on est sur du spectre, est-ce qu'on est sur des créatures invisibles, voilà, qu'est-ce que ça représente cette chouette ? Ça nous amène à un truc que j'ai trouvé pas mal, je pense que c'est totalement involontaire de leur part, mais j'ai trouvé un côté Lovecraftien dans la manière d'aborder l'horreur dans ce film. Je m'explique. Ouais. Lovecraft, c'est l'horreur invisible, l'indicible, ce qui est dans les ténèbres, et qui rend fou quand on la voit. Et justement, on ne voit pas les aliens du film. Alors c'est sûrement par manque de budget, et c'est pas plus mal, parce que je pense que si ils avaient voulu nous montrer les aliens et que ça avait été encore plus ridicule, alors là c'était vraiment complètement terminé pour ce film. Ouais. Mais il y a un truc, c'est que les victimes qu'on voit dans le film sont toujours dans l'impossibilité totale de décrire ce qu'elles ont vécu, leur expérience. C'est trop horrible pour être évoqué par des mots, en fait. Donc c'est-à-dire que on ne montre pas l'alien, mais en plus on n'arrive pas à le décrire tellement c'est indicible. Et je trouvais ça pas mal. Je trouvais que c'était une bonne idée. Après, le motif de la chouette est pas innocent. C'est quelque chose qui a l'air de revenir régulièrement dans les histoires d'enlèvement, surtout par les petits gris, comme type d'alien. Donc c'est le cas, là, en l'occurrence, dans Phénomène Paranormal, on se doute très fortement que c'est les petits gris, puisque ça évoque, en termes de mythologie ufologique, ça évoque notamment Betty et Barney Hill, ça évoque en fait plutôt les enlèvements par des petits gris. Donc voilà, cette chouette-là se réfère à ce pan-là de l'ufologie. Mais il y a aussi, cette horreur un peu Lovecraftienne que j'ai trouvé pas inintéressante, quoi. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord sur le côté... Pas bien. Ouais, non, mais... Entendons-nous bien, pas bien, mais ouais, pas inintéressant. Mais je suis assez d'accord. Il y a une séquence que j'ai trouvé un peu chelou, c'est que c'est les séquences qui sont un peu bleutées.
où on est un petit peu soit à la place des aliens, on a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent ou des choses comme ça où je me suis dit tiens c'est encore un truc un peu chelou. Mais sinon je suis assez d'accord que c'est bien qu'on ne les voit pas, surtout que c'est censé intégrer des doutes, enfin c'est censé nous apporter des doutes sur l'état psychologique d'Abigail Taylor, puisque un twist de fin, on le révèle, il s'avère que en fait son mari qui avait donc du coup qui était visiblement victime de ces assauts nocturnes aussi, ne s'est pas fait planter une lame dans son sommeil à côté de sa femme, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle. Ce qui, du coup, ramène à la mort par suicide d'un de ses patients après une séance d'hypnose. Un des patients d'Abigail Tyler après une séance d'hypnose. Du coup, c'est aussi, j'y ai vu aussi un espèce de truc de se dire, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on essaie de nous donner le doute, vu qu'on ne voit pas les aliens, entre une vague de suicide, une vague de folie, des aliens, mais en fait le film, et c'est là que le film ne nous dit pas grand chose, c'est que le film ne répond non seulement pas à ces questions, mais en fait je sais même pas s'il nous les pose volontairement. Je sais même pas si c'est moi qui me suis fait un peu de surinterprétation, parce que le film est assez clair sur la présence des aliens au final. Oui, et d'ailleurs ça connecte le fait que ces aliens parlent, alors on l'apprend dans le film, les aliens visiblement parlent sumérien. Ah oui, ça. Mais ça s'explique. Oui, ça s'explique. Alors, ça s'explique. Ça s'explique. On peut trouver un truc. Ça reconnecte à cette fameuse théorie des anciens astronautes qu'on voit sur absolument toutes les émissions de Science Channel et de RMC Découverte. Voilà, vous voyez ce genre d'émissions-là. En gros, c'est vraiment en très gros parce que je suis vraiment pas spécialiste de la théorie des anciens astronautes. Mais l'idée globale, c'est que des extraterrestres arrivent sur Terre au début de la civilisation et qu'ils auraient donné des technologies aux civilisations anciennes et leur auraient appris comment se développer. C'est ça, et puis surtout que le sumérien, c'est pas eux qui sont arrivés sur Terre et qui ont appris le sumérien, mais le coup de la langue, c'est de dire en fait c'est leur langue. En arrivant, on a adopté une forme de langage similaire, et si aujourd'hui, en 2009 dans The Fourth Kind, les aliens parlent sumérien, c'est pas parce que ils ont copié notre langage, c'est parce que c'est une sorte de langue originelle qu'on aurait nous intégrée grâce à leur visite. Exactement, parce que le sumérien est, alors je sais pas si c'est la plus ancienne, mais c'est en tout cas une des plus anciennes langues du monde. C'est pas la plus ancienne, mais elle est souvent utilisée, j'ai l'impression, comme matrice, pour représenter une sorte de matrice des langues ça date de quelques milliers d'années quand même avant. Donc on a plusieurs fois dans le film où on voit ce qu'on nous présente comme du sumérien, notamment les mots, les derniers mots des aliens dans le film, Zimabu Ether. Donc là je vous le dis comme ça parce que c'est écrit sur l'écran, mais en vrai on comprend rien parce que l'enregistrement est complètement bordélique et on comprend pas ce que disent vaguement les voix des aliens. Mais à l'écran on nous met Zimabu Ether. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai googlé. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? Donc je suis tombé. Google Trad français sumérien français. Alors non, parce que ça ne ressortait pas. Par contre, je suis allé regarder sur un petit peu les premiers résultats sur Google, et le premier, c'est un article d'Alexis Saala, qui est de l'université d'Helsinki, qui a publié un article consacré justement à l'utilisation du sumérien dans phénomènes paranormaux. Et selon lui, Zimabu Ether, c'est tout simplement intraduisible. Il s'est renseigné, il a regardé, alors il y a des forums de fans du film ou de gens qui y croient vraiment, qui essaient de trouver des traductions qui tournent globalement toujours autour de la destruction et la création, voilà. Mais ça fonctionne jamais grammaticalement. C'est-à-dire que lui qui a analysé, qui connaît le sumérien, peut nous dire que ça ne fonctionne jamais. Les phrases qu'on voit dans le film ne fonctionnent pas. Ses conclusions, c'est que la personne qui a créé les phrases en simili sumérien dans le film connaissait manifestement pas bien ce langage, a notamment pris des formes latinisées du sumérien, d'autres non, et il pourrait même en avoir inventé certaines pour que ça sonne mieux, dans la manière dont ça se prononce. Donc voilà. Donc en gros, du peu qu'a pu traduire Alexis Saala, ça tourne, comme je te le disais, autour de la destruction, de la création. Bon, clairement, l'idée, c'était surtout de faire référence à la théorie des anciens astronautes et de donner une espèce de socle théorie du complot qui va pouvoir être exploité par la suite. Ce socle-là qui a été aussi utilisé via la création de 2 sites internet lors de la production du film. Donc le premier qui était, je crois, le Alaska Psychiatry Journal, qui était censé prouver que Abigail Tyler était vraiment enregistrée comme une vraie psychologue en Alaska. Donc un site totalement faux. Et j'ai malheureusement pas pu retrouver de traces parce que la Wayback Machine de l'Internet Archive en fait, il n'y avait pas de page qui était vraiment sauvegardée là-dessus. Donc j'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. En revanche, j'ai retrouvé le deuxième, le Alaska News Archive,
qui est vraiment abusé. Donc je comprends Ouais. pourquoi il s'est fait dégager ensuite et pourquoi il y a eu des plaintes, c'est vraiment abusé. On arrive sur le site, il y a marqué Alaska News Archive vous donne des informations depuis 98, ce qui est déjà totalement faux puisque le site au moment de son lancement en 2009 a été lancé il y a un mois. Je crois qu'il est sorti un mois avant la sortie du film, le site. Donc vraiment n'importe quoi. Ensuite, ils disent plus de 4327 articles archivés. Et donc il y a des liens ensuite vers les sites... Vers des vrais sites. Vers des vrais sites, donc le Anchorage Daily News, Ouais. le Nom de Gate, le Newsminer, des vrais sites d'actu en fait. Et ce qui était encore plus pervers, c'est qu'ils ont volé des vrais articles de ces sites-là, et ils les ont mélangés avec les faux. Donc c'est-à-dire que tu arrivais, tu pouvais avoir des articles genre sur une compétition sportive qui a été gagnée par telle personne de tel village, et t'avais au milieu disparition mystérieuse du professeur machin. Donc vraiment, on est arrivé là-dessus où il y a une vraie volonté de brouiller les pistes, et pour le coup c'était assez efficace. Je pense que si tu n'en as jamais... Que si t'as pas d'éducation aux médias vraiment et que tu peux croire à ces trucs, c'est assez facile de tomber dedans. Et c'est pour ça que des gens y croient encore aujourd'hui, je pense. C'est pour ça que des gens y croient encore aujourd'hui, et c'est d'autant plus triste, on en parlait un petit peu en off, c'est qu'il y a des trucs qui sont excusables pour Projet Blair Witch, du fait de la temporalité de la sortie du film en 99. Là, on est en 2009, il y a déjà des soucis de circulation de théories du complot sur Internet, et un studio de cinéma, enfin le distributeur en l'occurrence NBC Universal, qui véhicule ce type de message-là, qui crée des faux, qui utilise des vrais titres de journaux en mettant des faux articles, en 2009, c'est déjà... c'est pas excusable, c'est même pas dangereux. quelque chose que c'est complètement dangereux. C'est même dangereux parce que malheureusement on sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire que même si on va démontrer que c'était faux, que même si Universal assume que c'était faux, puisque il y a eu un accord avec les journaux en Alaska, donc Universal a reconnu que c'était faux, a retiré ses sites. Malgré ça, il y aura toujours des gens qui vont rentrer encore plus dans cette croyance et qui vont continuer à y croire. Bien sûr. C'est un truc que j'ai vu récemment là sur Twitter. On a une de nos abonnés qui m'a envoyé un lien vers un thread Twitter qui parlait de Visman. Je sais pas, on en a déjà parlé ensemble de Visman, je crois. Ouais. Visman, pour vous la faire courte, en gros, c'est... Alors, je vous dis la version légende, hein. Rien de tout ça n'est vrai. Mais en gros, des milliers de patients à travers le monde auraient confié à leur psychologue ou leur psychiatre qu'ils ont vu dans leurs rêves le visage d'un homme. Et ce visage-là, qu'on retrouve sur le site Visman, justement, il y a un avis, est-ce que vous aussi vous l'avez vu ? Et visiblement, plein de gens partout à travers le monde l'auraient vu, ce serait vraiment une personne qui entrait les rêves. Il y a eu des articles, il y a eu des articles de presse très sérieux, très sérieux. Il y a eu un article notamment sur Paris Match consacré à ça, mais sans prendre de recul critique vraiment, au début. Donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à croire à ce truc, et en fait... c'est un publicitaire, un marketing artiste italien qui s'appelle Andrea Natella, qui a inventé ce truc. Il l'a créé en 2008, et il a assumé quelques années plus tard sur son propre site internet que c'était sa création. C'est-à-dire que lui, il a un site sur lequel il répertorie, on va dire, ses œuvres, ses grands coups, et il dit pas je l'ai créé pour ces raisons, il donne pas les raisons pour lesquelles il a créé ça, tu vois, c'est pas une fiche descriptive, mais en tout cas, il est référencé sur son site, donc il assume que c'est lui qui l'a créé en quelque sorte. Et malgré ça, il y a toujours des gens aujourd'hui qui croient que Visman c'est une histoire vraie. En fait, il y a une page Facebook Have You Seen Visman, machin, où il y a des gens qui donnent des témoignages que eux estiment sincères aujourd'hui. Alors après, il y a deux choses. Soit les gens ont vraiment vu ce visage après l'avoir vu sur le site, et c'est rentré dans leur inconscient, et donc ils l'ont vu en rêve par la suite, ce qui est tout à fait possible. Soit en fait, ils sont en train de s'auto-convaincre qu'ils l'ont vu, et il laisse un message sur la page Facebook, et comme tout le monde laisse des messages et dit oui, moi je l'ai vu, c'est une histoire vraie, tout le monde commence à y croire vraiment, et ça prend forme. Et le truc, c'est que la personne sur le thread Twitter qu'on m'a envoyé disait oui, vous verrez, il y a des gens qui ont dit que c'était eux qui l'avaient créé, que c'était un canular et tout ça, mais en fait c'est pas vrai, ils se sont vraiment basés sur un vrai truc. Toujours, il y aura toujours ça, il y aura toujours le moment où, même après avoir démontré par A plus B que c'était faux, que c'était une création, que c'était un canular ou une œuvre, on va toujours avoir des gens derrière qui vont dire non mais attendez, en vrai, il s'est inspiré d'un truc réel. Et c'était le cas sur le projet Blair Witch, où tout le monde avait, où la production avait assumé que l'intégralité de l'histoire était fausse. Mais on a toujours des gens aujourd'hui qui disent non, ça s'est vraiment passé, sauf que ça s'appelle pas Blair Witch, ça s'appelle Blackwoods. Mais Blackwoods était aussi une invention de la production du projet Blair Witch. Ouais.
Et donc voilà, ce cas récent là qu'on nous a partagé sur Twitter, Wiseman, ça m'a fait penser malheureusement à l'épisode qu'on était en train de préparer à ce moment-là sur phénomènes paranormaux. J'y ai vu un parallèle assez frappant. Et il y en a un, c'est vrai qu'il y en a un, c'est dommage. Et je sais pas s'il y a des cas plus récents de studios de cinéma qui prennent le parti de nous faire passer ce type d'image-là pour des faits réels, ou si maintenant ils prennent plus de pincettes, si je sais pas si phénomènes paranormaux du fait que il soit fait, il y a eu des menaces de poursuite en justice, si ça a créé un précédent pour les studios de cinéma, mais c'est grave d'en arriver à ce point-là, quoi. C'est la fiction. Normalement, si la fiction elle est bien faite, on n'a pas besoin de ça pour rentrer dans un film. On n'a pas besoin de ça. Donc c'est déjà un aveu de faiblesse de la part du studio, de peur que ça marche pas parce que le film est pas top, mais en plus c'est éthiquement dangereux. Puis à cette ampleur de fake news, je pense pas en avoir vu récemment, mais souviens-toi, on avait parlé du film Véronica, inspiré de faits réels, qui réécrivait l'histoire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qui disait que les faits réels étaient ceux montrés dans le film, alors que non. Non, les faits réels, ce n'est pas ça. Les faits réels, on l'a dit dans l'épisode, mais il existe effectivement un rapport de police, mais qui ne concerne pas les faits qu'on voit dans le film. Et encore pire, à la fin de Véronica, dans le générique de fin, on nous montrait des images censées représenter le vrai appartement dans lequel se seraient déroulés les faits, sauf que c'était des photos du plateau de tournage. Ouais, c'est vrai. Donc, non, ça continue encore à entretenir le flou, mais pas à cette échelle-là. Pas jusqu'à créer des campagnes de marketing sur Internet entièrement fausses pour faire croire à la véracité d'un film. En tout cas, moi, j'en ai pas vu récemment. J'en ai pas vu, j'ai pas l'impression d'en avoir vu récemment aussi. C'est peut-être parce que ça a été une mode. Entre 2006 et j'ai l'impression 2012-13, on a eu pas mal de films comme ça. Peut-être qu'on en est un peu revenu, mais ouais, il y a peut-être eu une mode lancée par Projet Blair Witch, Paranormal Activity ensuite. Ce qui, ma foi, est tant mieux si ça s'est arrêté. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Mathias ? Oui, juste revenir sur un des gros points négatifs du film, c'est son écriture. Alors, l'écriture global du film, c'est-à-dire le fait que les séquences ne s'enchaînent pas de manière très fluide et très naturelle. Tu l'as dit, on a souvent l'impression d'assister à des chapitres où on nous présente un lieu, donc avec cette scène de pris du dessus, où on nous présente la ville de Nome et ensuite on passe à autre chose, ensuite on nous présente la maison et ensuite on a les scènes dans la maison, ensuite on nous présente le cabinet, il y a les scènes dans le cabinet, enfin tout est très chapitré mais de manière pas fluide. Et le gros problème d'écriture est surtout dans les dialogues, qui sont absolument pas naturels. Jamais. Ce qui est dommage pour un film qui essaye de nous montrer des aspects réalistes. Je pense notamment, une des premières scènes de réel dialogue, c'est la scène du dîner, où Abigail est en train de dîner avec ses enfants. J'avais oublié ça. Et il y a son fils qui lui sort une phrase, mais que aucun enfant ne sort. C'est « Mais tu aides les gens, mais tu ne peux pas t'aider toi-même. » Quel enfant dit ça à sa mère ? 11 ans. Et ensuite, il lui reproche d'avoir oublié qu'il avait un match de football, je crois. Enfin, un truc de sport. Ça va revenir, ça. Et sa mère est désolée d'avoir oublié. Et il lui fait « Papa n'aurait pas oublié, lui. » Tu fais « Ok, on a bien compris que vous essayez de bien nous faire comprendre qu'il y a des problèmes dans cette famille depuis la mort du père. On voit la ficelle de scénario, mais c'est extrêmement mal introduit. » C'est mal introduit. Ça me fait penser à d'autres séquences de ce type avec le flic, avec le shérif du comté de Nome, où, je sais pas si tu comptais en parler, mais genre quand la petite fille, du coup, non-voyante de Abigail Tyler se fait enlever par les extraterrestres, le flic arrive, ne croit pas à l'histoire d'Abigail Tyler, non seulement il ne cherche pas la fille dans la maison, dire qu'elle dit, ouais, elle a disparu, il cherche pas la fille dans la maison, en plus il lui enlève son fils. On sait pas ce qui s'est passé, mais il se dit, bah écoute, on t'enlève ton fils. Non, mais ça, c'est parce qu'il se substitue un peu aux services sociaux. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Genre, ça, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les séquences, tous les dialogues avec le policier sont vraiment mal gérés. Enfin, non, il y a que le thérapeute d'Abigail Tyler que j'ai trouvé pas crédible, mais peut-être qu'il s'en sortait un petit peu mieux. Ouais, alors après, il est très effacé dans le film. C'est peut-être pour ça, on remarque moins. Mila Jovovich, elle est là sur tous les plans, et on ne peut que remarquer sa mono-expression, ce qui est le cas dans plusieurs de ses films. Je veux dire, ouais, mais 2009, Resident Evil, c'est pareil. 2009, mec, c'est l'époque, fin des années 2000, c'est l'époque où elle est la plus bankable. Oui, bah bien sûr, non, c'est sûr, mais ça n'empêche pas qu'elle a une mono-expression pendant tout le film. Bien sûr. En fait, il y a deux choses. C'est pas vraiment une mono-expression. C'est soit on ne ressent aucune émotion dans sa manière de jouer, soit elle en fait beaucoup trop à certains moments.
Ouais, d'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que du coup, Charlotte Milchard, qui est l'actrice qui joue la Abigail Tyler des fausses images vraies, est une bien meilleure actrice. Elle est beaucoup plus dans la nuance, en tout cas. Et elle est beaucoup plus dans la nuance, elle est beaucoup plus crédible. C'est pas une performance incroyable, mais elle est beaucoup plus crédible, et du coup, ça renvoie d'autant plus au fait que Mila Jovovich est une actrice en train de jouer un personnage, quoi. Mais je me suis demandé, au niveau des choix de direction d'acteurs et du choix de casting, tout simplement, si c'était pas une volonté de la part de Olatunde Osunsanmi de vraiment accentuer le fait que, oui, ces séquences-là, c'est vraiment du film, regardez, quitte à les faire mal jouer, quitte à leur demander d'en faire des caisses, parce que vraiment, le shérif en fait des tonnes, Mila Jovovich, voilà. Le psychiatre, lui, effectivement, comme il joue un peu mieux, il est un petit peu plus effacé, on le remarque moins. Mais il y a cet expert en langue sumérienne qui prend tout le temps des airs graves et mystérieux pour parler, comme dans un téléfilm Flynn Carson, tu vois, on est vraiment sur cette vibe-là. Et je me suis dit, à ce niveau-là, et en plus, les effets, on a des effets très 2000 aussi sur la réalisation. On a de la shaky cam, on a des lens flares, on a vraiment plein de trucs. On est vraiment sur un film qui est déjà très daté aujourd'hui. Et tout ça, je me dis, est-ce qu'ils sont pas fait exprès un petit peu pour accentuer le fait qu'on est vraiment dans des parties de films, pour bien rappeler à chaque image qu'on est sur de la fiction? C'est pas impossible, ouais. C'est vrai. Voilà. Mais après, ça aurait pu fonctionner si les images soi-disant réelles étaient mieux foutues, quoi. Et surtout, le scénar et les choix qui ont été réalisés. C'est-à-dire que un des problèmes, par exemple, la première scène, j'y reviens, du mec qui se suicide et qui tue sa famille. Ok, ils ont un peu flouté pour faire comme si Universal avait flouté pour pas avoir d'emmerde, mais en vrai, Universal aurait jamais diffusé ça. Non, parce que on parle, donc c'est présenté comme des images d'archives, le mec flingue sa famille, se tire une balle dans la tête. Alors certes, c'est flouté, mais on le voit. Et même aujourd'hui, Netflix, sur les documentaires parfois un petit peu costauds qu'ils mettent en ligne, ils ne le font pas. Ils mettent pas ces images-là de meurtre direct, parce que c'est indécent. Horrible. Et là, ils y sont, même floutés, ils y sont quand même. Donc on se dit, mais attends, un film censé être grand public comme ça, ils auraient pas mis des vraies images de gens qui meurent, c'est pas possible. Donc voilà, et il y a 2-3 trucs ridicules comme ça qui reviennent pendant tout le film, notamment ce « Je suis Dieu » final, qui est prononcé par les aliens. Oui, parce qu'on apprend au final que les aliens aussi parlent un peu à travers les personnes. Oui, voilà, comme dans Independence Day. Donc c'était pas très bien, quoi. Alors, même si le film est pas très bien, c'est gentil de dire ça. Même si le film est pas bien, on va dire pas bien, parce que vraiment, j'ai pas passé un moment ultra agréable. C'était intéressant à voir, mais j'ai pas passé un moment très agréable. Il y a un site qui en a dit beaucoup de bien, et c'est surprenant, puisque c'est un site qui d'habitude, j'ai l'impression qu'ils font pas trop de critiques nazes. En tout cas, j'avais pas cette impression-là jusqu'à maintenant. C'est Bloody Disgusting, qui est donc une référence du cinéma d'horreur aux États-Unis, qui avait écrit dans leur critique, tiens-toi bien, terrifiant de réalisme, le film d'enlèvement extraterrestre le plus choquant à ce jour. Une phrase comme ça allait forcément finir sur la pochette du DVD et du Blu-ray. Oui, c'est ce qui s'est passé. Trop peu de critiques positives pour s'en priver, j'imagine. Ah bah oui, évidemment. Et j'ai écouté pas mal... j'en ai écouté trois. J'ai écouté 3 podcasts américains qui critiquaient le film, et à chaque fois, ils disent « Non mais Bloody Disgusting, sur la pochette du DVD, ils ont craqué, quoi. » Ils ont craqué, ouais. Ils ont complètement craqué, parce que c'est complètement naze. Et en fait, en 2016, Bloody Disgusting est revenu comme ça en disant... En fait, c'était pas si nul, arrêtez. Donc ils ont fait tout un article où ils essayent, donc ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de points négatifs sur le film, mais où ils mettent tous les points qui, selon eux, étaient quand même positifs dans ce film. Alors, il y en a certains que j'avais déjà remarqués, et j'en ai parlé du coup dans ces discussions, où je disais notamment qu'on n'a jamais l'effet, mais pourquoi ils filment ? C'est bien, en soi. Mais ça fait pas un film, mais c'est bien. Donc en fait, ils rappelaient qu'il y avait quand même quelques bonnes idées dans le film, mais tout au long de cet article, j'ai pas pu m'empêcher de penser... Non mais en fait ils font cet article parce que... Ils se justifient. Ils essayent de se justifier, quoi. Ouais, mais complètement. Parce que vraiment, non, tu peux pas te dire que c'était bon. Et il y avait un podcasteur américain, je sais plus dans lequel j'écoutais, qui se fout de leur gueule en disant « J'espère qu'il a pris un gros chèque pour écrire ça, et qu'il a au moins pu se payer une piscine avec cette critique, parce que tu ne peux pas, en tant que critique de cinéma, je pense, dire « Ce film est terrifiant de réalisme », et que c'est le film d'enlèvement extraterrestre le plus choquant à ce jour. Même Visiteur extraterrestre, que j'ai pas aimé, a des séquences plus choquantes que ce film. Mais j'ai largement préféré Visiteur extraterrestre. Ah bah largement, bien sûr. Ouais, sans commune mesure pour le coup. Donc voilà, ça conclut ce que j'avais à dire sur ce film, qui n'était donc pas bon. Je crois que ça va aussi conclure ce podcast, ce numéro d'Inspiré de faits réels, qui touche à sa fin.
Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @IFRpodcast, ou sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires gentils sur iTunes. Une idée du prochain numéro, peut-être ? Alors pour inspirer de faits réels, je préfère vous garder la surprise. En revanche, pour le Bureau des Mystères, qui arrive très prochainement, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va avoir des histoires très étranges, peut-être sur du dédoublement, des histoires dans un pensionnat. Enfin, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec ça, et on vous dit nous à très bientôt, et d'ici là, faites attention aux images que vous voyez sur internet.